Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode hors série consacré au premier classement du comité pour le College Football Playoff. Aujourd'hui, je suis avec Augustin. Salut Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Comment vas-tu? Alors Notre-Dame est présente dans ce classement, on va revenir un petit peu dessus un peu plus tard. Est-ce que tu es content du classement Notre-Dame déjà pour commencer? Euh, Vous êtes non, 13, c'est ça, non? non, on est 15. 15, On pardon. est 15, on recule de 3 places par rapport à les People. Non, je suis objectivement pas content. Après, j'avoue que pour moi, là, le classement du comité est pas très important parce qu'on n'est plus dans la course au playoff, hein. Quand Mhm. bien même il nous servirait pour les bowls du Nouvel An, mais non, je suis pas content, mais pas non plus, comment dire, dégoûté. Ça marche. On vous propose de faire un listing bête et méchant, hein. On va partir du numéro 1 jusqu'au numéro 25 de ce classement. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, pardon, il n'y a pas de James Madison. Pourquoi il n'y a pas de James Madison? Puisque l'équipe est inéligible pour jouer à un bowl ou une finale de conférence pour cette année encore. Donc, le comité a décidé de ne pas les classer. On va dire que le raisonnement se tient, même si on peut que le déplorer, n'est-ce pas, Gus? Oui, je suis d'accord. Numéro 1 du classement, donc les Buckeyes d'Ohio State. Alors on s'y attendait un petit peu, hein, qu'on soit très clair, Augustin. À ton avis, quel est l'argument numéro 1 pour les classer? Numéro 1, les Buckeyes. L'argument numéro 1 pour les classer numéro 1, contrairement à l'IP-Poll qui les classe, si je dis pas de bêtises, qui les classe numéro 3, c'est bien ça. Ce sont leurs victoires, leur bilan. Victoire face à Notre-Dame qui, à l'époque, était alors classée à la 9e place de l'IP-Poll, en plus victoire à l'extérieur, et celle à domicile face à Penn State qui était classée 7e. C'est un bilan qui est meilleur euh, que Georgia et Michigan, les deux autres équipes classées 1 et 2 dans l'AP Poll. Pour moi, c'est le seul argument, voilà, qui justifie que les Buckeyes soient devant. Quoique Book Corrigan, le directeur athlétique de NC State et qui a remplacé Gary Barta, celui d'Iowa, qui était le président du comité pendant quelques années, là, ces dernières années, a précisé qu'il y avait aussi voilà, une dimension, j'allais dire, pas visuel spectaculaire, mais il disait voilà, qu'il y avait des playmakers à Ohio State. Il pensait certainement à Marvin Harrison, à Trevor Anderson, tout ça, et que voilà, ça justifiait encore plus le fait de les mettre à la première position. Très bien, très bien. De toute façon, je pense que l'argument s'entend et de toute façon, qu'on soit très clair, hein, qu'on mette, pour moi, les arguments de mettre Michigan, Ohio State ou Georgia premier s'entendent et il n'y a pas forcément de, enfin, comme il n'y a pas d'équipe qui semble dominer de la tête et des épaules cette saison, enfin en tout cas qui coche toutes les cases, aussi bien la manière mais aussi les adversaires, je pense que ça se tient que les Buckeyes, en prenant un peu de risque sur les matchs qu'ils ont programmés out of conference, notamment Notre-Dame, soient récompensés d'une certaine façon de ce classement-là. Donc numéro 2, Georgia, les Bulldogs, double champion en titre. Voilà, pareil, ils souffrent un peu de leur calendrier relativement faible, mais ça on le savait déjà depuis le début de la saison. Mais ils auront quand même, Gus, je pense, l'opportunité de monter à la première place de ce classement d'ici la fin de l'année, hein. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Bulldogs sont deuxièmes, c'est que leurs 3 prochains matchs seront face à Missouri 12e, Ole Miss 10e et Tennessee 17e. C'est 3 matchs et ils sont assez pour repasser devant. Plus la finale de la SEC qui risque d'être Ouais. contre une équipe classée encore une fois, donc probablement LSU ou Alabama Alabama. ou LSU, ce qui risque d'être le cas pour Georgia, mais pas à mon avis pour Michigan ou Ohio State qui vont remporter la Big Ten East et qui risquent de rencontrer une équipe de la Big Ten West qui risque d'être un petit peu en difficulté et probablement pas classée. Et ça pourrait faire la différence, histoire de choper le first seed à la fin de l'année. Numéro 3, Michigan. Alors, qui est probablement l'équipe qui a fait la meilleure impression, qui fait la meilleure impression de Mm. ces dernières semaines. Ouais. Je vais poser la question qui est quand même dans toutes les têtes et sur toutes les bouches. Est-ce que tu penses que le scandale actuel au niveau voilà, d'espionnage sur les signes utilisés par les équipes adverses joue contre eux dans ce classement, puisque ce qu'ils ont montré sur le terrain, c'est quand même l'équipe la plus impressionnante, quoi. Ah, c'est indiscutablement, je trouve, l'équipe la plus impressionnante. Après, évidemment, comme tu le dis, il faut l'opposer
aux adversaires aussi qui ont été rencontrés. Et là, pour le coup, c'est vraiment moins bien que Georgia. Quelle est leur meilleure victoire, Baptiste? C'est Rutgers, 31-7 à Ouais, c'est Rutgers. ça. Ouais. C'est quand même pas suffisant. Maintenant, il leur reste Penn State et Ohio State, hein, le 11 novembre et le 25. Et selon Book O'Regan, le président du comité, le scandale n'est pas du tout rentré dans leurs critères. Maintenant, j'ai du mal à croire qu'ils aient réussi à sortir ce biais de leur raisonnement. Je pense forcément que ça a un petit peu joué. Je pense qu'il aurait été malvenu pour eux. Enfin, c'est peut-être éviter une polémique inutile de mettre Michigan premier avec tout ce qui se passe. Tu vois, les mettre à la 3e position, au final, c'est se faire, c'est de se préserver de ce débat. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, Michigan est 3e et aura l'occasion aussi de passer premier en cas de victoire face aux Nittany Lions et Buckeyes. C'est un peu le même problème que Georgia. Il reste les matchs pour passer devant. On est d'accord. Alors, le premier vrai débat, j'ai envie de dire, c'est sur la place de 4e, puisque actuellement, il y a 5 équipes du Power 5 qui sont invaincues. Et donc, bah, forcément, une des équipes reste sur le carreau. Là, classé 4e, cette fois-ci, c'est Florida State. Les Seminoles, toujours invaincus en ACC. Et, alors, est-ce que tu comprends ce classement? Est-ce que tu penses que les Huskies de Washington auraient mérité d'être 4e? Il est là le débat, je pense, hein, de cette Oui, première édition, en tout cas. je pense aussi que ça se joue entre Florida State et Washington. Maintenant, et là pour le coup ça ne concerne pas Florida State et Washington pour cette 4e place, c'est de me dire, mais si le raisonnement du comité de mettre Ohio State devant Michigan et Georgia est le bilan des Buckeyes, le bilan de Florida State justifierait totalement de placer les Seminoles à la 2e position devant Michigan et Georgia, ou au moins devant Michigan. Moi je trouve voilà, qu'il y a pas un double standard, mais je pense qu'ils n'ont pas appliqué à Florida State ce qu'ils ont appliqué à Ohio State, pardon, et moi ça me dérange un petit peu. Et concernant Washington, et bah, le truc c'est que Florida State bat en début d'année une équipe des LSU qui était classée, si je dis pas de bêtises, 5e à l'IP Poll. Dans le match le plus suivi de la Week 1, grosse victoire en plus, 45-24, il y avait 45-17 à un moment. C'était jusqu'à voilà, ces dernières semaines la plus grosse victoire dans le monde du college football. Sauf qu'il est apparu après que voilà, LSU allait un petit peu moins bien. Et je pense que c'est assez injuste de regarder la victoire de Florida State par rapport au LSU d'aujourd'hui. Le LSU tel qu'on le voit le 1er novembre 2023 et non pas le LSU tel qu'on le voyait lors de la victoire le lundi 4 septembre. Ce qui fait que Florida State serait un petit peu, tu vois, j'ai envie de dire sous-coté. Parce que leur bilan est excellent, quoi. C'est 8 victoires. Tu n'as toujours pas perdu en conférence. Tu bats Clemson à Clemson. Clemson, à l'époque, était classé, si je dis pas de bêtises. C'est une victoire là-bas. Ça faisait très longtemps que Florida State n'y avait pas gagné. Tu bats ensuite Duke, qui était classé 16e sur le score de 38-20. Florida State a un très, très beau bilan. Et à mon sens, la seule victoire de Washington face à Oregon, quand bien même Oregon serait bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était en septembre, contrairement à LSU, et bah, ça ne justifie pas que les Huskies passent devant Florida State, selon moi. En plus, le problème pour Florida State, c'est que ils n'auront plus vraiment l'opportunité d'avoir une victoire marquante d'ici la fin de saison. Il leur reste Pitt, il leur reste Miami, North Alabama, une équipe FCS, et Florida. Il n'y a pas vraiment, on est d'accord, Gus, qu'il n'y a pas vraiment d'équipes qui seront classées ou potentiellement classées d'ici cette fin de saison. Et donc, finalement, est-ce que ce poste numéro 4, ce ne serait pas le plafond de Florida State cette année en cas de Ah oui, oui. non-défaite des 3 équipes devant, bien évidemment, quoi. Évidemment, évidemment. Et je pense d'ailleurs que les fans de Florida State devraient avoir un petit peu peur parce que en fait, tu es suspendu aux résultats de devant et de derrière, quoi. Il faut espérer que devant ça perde et que derrière ça ne gagne pas. Et vu les équipes, moi je suis pas si sûr. Alors la chance qu'ils ont d'une certaine façon, c'est qu'on sait déjà que Michigan, une des 2 équipes entre Michigan et Ohio State ne restera pas invaincue. Déjà, ça au moins on est sûr. Et
heureusement pour eux, Oklahoma a perdu ce week-end contre Kansas parce que Oklahoma était toujours invaincu jusqu'à présent et pouvait parvenir à un bilan parfait. Et que je pense que en cas de, voilà, je mets quand des grands si, etc. Mais ce classement 4e de Florida State lors du premier classement du comité me laisse à penser que en cas de 5 champions du Power 5 invaincus, je pense que ça aurait été des Seminoles qui auraient sauté, quoi. Ouais, ce serait, je pense que ça veut dire ça, c'est que Florida State est la première équipe que le comité verrait sauter, ouais. Et c'est pas très juste parce que tu vois, derrière Washington et Oregon auront encore des matchs pour passer devant. Si Oregon ou Washington, en plus Oregon est à un bilan de 7 victoires et une défaite. Voilà, ces deux programmes ont l'opportunité de passer devant et voilà, je trouve ça pas très juste. Mais donc on va parler des Huskies, on va en profiter parce qu'effectivement, donc Washington 5e, mais Washington doit encore affronter USC, Utah, Oregon State, Washington State et potentiellement une finale de la Pac-12, donc potentiellement encore 4 matchs contre des équipes classées, et ça, on sait que le comité adore les victoires contre les équipes classées, et que en cas de victoire de Washington contre USC, surtout que c'est à USC ce week-end, ce serait tout à fait possible de voir Washington passer devant Florida State, quoi. Ça sera le cas en cas de victoire. Donc on a les Huskies 5e, Oregon 6e, qui est probablement peut-être la deuxième équipe la plus en forme en ce moment dans le college football après Michigan, enfin en tout cas de mon point de vue. C'est très clairement, c'est la première équipe avec une petite défaite classée dans ce classement-là. Est-ce que tu penses que Oregon a encore son destin entre les mains? Tu as évidemment ton destin entre les mains parce que tu affrontes encore 2 équipes classées, USC et Oregon State, et tu te qualifierait probablement pour une finale de Pac-12 face à Washington dans l'état actuel des choses, et battre Washington en finale de conférence, c'est battre une équipe qui sera classée certainement dans le top 10, et c'est ouvrir les portes des playoffs de cette manière. Parce que ça voudrait dire que tu terminerais l'année avec victoire face à Colorado qui était classé, victoire face à Utah, victoire face à USC, victoire face à Oregon State et victoire face à Washington, qui sera aussi très très bien classé et l'une des histoires de la saison. Donc voilà, ça marquera les membres du comité. Ça suffirait pour moi. Voilà. Oregon a son destin entre les mains, et là je pense, tu vois, contrairement à Florida State, que Oregon n'a pas espéré de scénario heureux en sa faveur. Très bien, très bien. Alors, je vais te nommer les équipes entre 7 et 10 maintenant. Texas numéro 7, Alabama numéro 8, Oklahoma numéro 9 et Ole Miss numéro 10. Est-ce que parmi ces 4 équipes, tu trouves le classement justifié? Oklahoma est relativement haut quand même. Je pensais qu'ils allaient descendre un peu plus après la défaite contre Kansas. Mais Kansas étant classé, voilà, c'est un quality loss, comme on dit. Voilà. Toutes ces équipes-là, je pense, ont quand même relativement leur destin entre leurs mains en cas de défaite des équipes qui sont dans le top 6. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Texas, s'il remporte la Big 12 avec une seule défaite contre Oklahoma, qui risque d'être bien classé aussi, ça peut encore jouer les playoffs. Hein. Oui, mais en cas de défaite devant aussi. Tout à fait. Il faut une défaite au moins de 2 des 5 équipes, invaincues jusqu'à présent. Alabama qui est toujours pas mort, Alabama 8e, mine de rien, avec quand même cette possibilité-là, parce que s'il reste invaincu et qu'il bat Georgia en finale de la SEC, comme ça a été le cas en 2021, on pourrait très bien revoir Alabama en playoff, alors qu'on les avait donnés presque déjà éliminés après la défaite contre Texas, quoi. Et on sait à quel point le comité adore Alabama. C'est un scénario qui peut vraiment arriver. Maintenant, il faudra battre comme LSU cette semaine et Georgia en finale de conf. Tu vois, c'est pas non plus. Ça reste très hypothétique quand même, mais en théorie, ils peuvent rentrer dans les 4. Mais à part ça, je trouve que tu vois là, cette suite Texas, Alabama, Oklahoma est c'est les seules places indiscutables de ce classement. Tu vois, Alabama ne peut pas passer devant Texas parce que les Longhorns sont gagnés. Oklahoma ne peut pas passer devant Texas malgré la victoire parce qu'ils ont perdu face à une équipe qui était non classée, Kansas. Et Alabama a seulement perdu face à Texas. Voilà, je trouve que c'est cohérent. Ole Miss 10e, mine de rien, est-ce que c'est une équipe dont on a peu parlé cette année? Mine de rien, ils sont quand même sur un bilan de 7-1, ils rencontrent Texas A&M ce week-end.
Eux aussi ont encore finalement leur destin entre leurs mains. Est-ce que c'est potentiellement une équipe pour la gratter et pour la SEC West et pour la SEC tout court? Parce qu'en cas de finale contre Georgia, ils ont quand même des arguments à faire valoir, notamment en attaque, quoi. Ah, si le but c'est d'arriver en playoff, ouais. Mais ça voudrait dire qui remporte la SEC West, ce qui ne semble pas Ouais. gagné avec Alabama et LSU. Bien qu'ils aient l'edge sur LSU, puisqu'ils ont gagné 55-49 le 1er octobre dernier. Ouais, c'est possible, mais j'ai quand même du mal à le voir, tu vois. Bah, en fait, le Bien, problème, c'est qu'ils ont perdu contre Alabama et donc il faudrait qu'Alabama perde 2 matchs en sec pour que Ole Miss leur passe devant, puisqu'ils ont le tiebreaker malheureusement négatif. Alors, on parlait d'attaque fulgurante, on va parler de Penn State, là c'est numéro 11. Les Nittany Lions, voilà, qui sont mal classés entre guillemets parmi les équipes à une seule défaite contre Iowa State. Est-ce que tu penses que, pareil, les Nittany Lions ont un peu atteint leur plafond de verre avec cette 11e place? Oui, et parce que tu as surtout, je pense, tu sais, là, cette idée que l'on voit maintenant depuis quelques années à Penn State, que les Nittany Lions sont incapables tu sais, de passer le step suivant, quoi, d'aller au-dessus. Et moi, je pense que ce classement, ça le montre un petit peu, tu vois. Euh, je pense que Penn State n'est pas une équipe impressionnante. Et toi, le match face à Indiana, là, ce samedi, l'a encore montré. Et le comité essaye de se prémunir de ce risque de voir Penn State trop haut. Parce que Penn State pourrait monter, tu vois, il y a encore un match à Michigan, aller gagner à Michigan, ça serait une énorme performance qui les replacerait dans le débat pour aller en finale de Big Ten. Ça reste possible. Il faudra parier évidemment aussi sur une défaite d'Ohio State face à Michigan pour que Penn State ait justement l'avantage sur Michigan parce que là, ils ont gagné. Euh, c'est possible, hein. C'est possible, mais là, j'ai vraiment l'impression que le comité essaye de bien les reculer pour éviter d'être face à cette situation. Surtout que tu le justifies assez facilement parce que tu vois, Oui, devant, bien tu sûr. as Mississippi, Oklahoma, Alabama, Texas. Donc pour le coup, voilà, ils se sont réservés de faire une bêtise assez facilement parce que c'était justifiable. On est d'accord. Numéro 12, numéro 13, Missouri et Louisville. Deux des belles histoires de cette saison-là. Les deux dernières équipes à un bilan de 7-1 du Power 5, puisqu'on a après on a Tulane qui est classé 24e et qui est aussi sur un bilan de 7-1. Missouri qui est assez, mine de rien, assez élevé. Alors je vais faire ma mauvaise langue. Est-ce que ça permettra comme ça à Georgia d'avoir une victoire contre une équipe top 15 dans leur bilan? Non, c'est peut-être ça l'intérêt. Si, Je je suis pense que c'est que pour ça, et c'est aussi pour montrer que la défaite de LSU a été une bonne défaite. C'est vrai. C'est vrai aussi, oui, tout à fait. Enfin bref, c'est un Ouais, peu parce le que toi, serpent qui se mord la queue. Est-ce que tu classes à cause enfin, tu classes les équipes en fonction du classement ou bref, c'est assez toujours un peu paradoxal ce classement-là. Tu ne sais pas quel est le premier là, entre la poule et l'œuf. parce que Louisville numéro 13, c'est quand même un joli classement ouais. pour les Cardinals. Jeff Brown, qui est pour moi, je vais dire, l'entraîneur de l'année à titre personnel. Pareil, eux, ils sont encore, mine de rien, en course pour jouer le titre de l'ACC, puisqu'ils risquent de rencontrer en finale Florida State. Pareil, Ouais. je pense que Florida State a besoin que Louisville ne perde plus dans l'optique de cette finale de l'ACC, on est d'accord. Ce qui est possible, hein, parce que là, il reste Virginia Tech, Virginia. Par contre, tu as déplacement à Miami et tu accueilles Kentucky pour la Governor's Cup. Ça va être compliqué de gagner tous les matchs, mais tu vois, si tu gagnes toutes ces rencontres-là, avec Miami qui pourrait potentiellement revenir dans le top 25, Louisville pourrait, avant la finale des CC, être une équipe du top 10, voire mieux, hein. On est d'accord. Numéro 14, LSU, bilan de 6-2. Numéro 15, Notre-Dame, bilan de 7-2. C'est vrai que vous avez encore une bye week. Vous avez encore une bye week. Votre calendrier, c'était un peu n'importe quoi quand même, sans vouloir. C'est vrai. La gestion de votre calendrier était un peu bizarre. LSU 14e, donc première équipe avec 2 défaites. Est-ce que ça te semble normal? Est-ce que c'est discutable? Bah, encore une fois, oui, moi, je n'étais pas trop content. D'ailleurs, j'ai tweeté parce que je pense que le bilan de LSU n'est pas meilleur que le bilan de Notre-Dame. Je pense que le comité s'est beaucoup appuyé sur l'impression visuelle de LSU, pour le coup, qui est indéniable, quoi. C'est une superbe équipe en attaque à avoir joué.
Mais bon, maintenant, tu as un bilan, tu as un résumé à prendre en compte. Et quand tu as une seule victoire face à une équipe classée qui était Missouri, que tu perds tes 2 matchs les plus importants de ta saison, du début de saison face à Florida State qui était le match le plus important, et face à Ole Miss, et que ta plus belle victoire est face à Auburn, je considère que ça dépasse pas les victoires de Notre-Dame face à USC et Duke, la défaite d'1-rien face à Ohio State, et celle face à Louisville qui s'avère être une bien meilleure équipe qu'on ne le pensait. Et en plus, Notre-Dame, sa plus belle victoire hors ces matchs-là, c'est face à NC State. NC State qui est une meilleure équipe que Auburn jusqu'à présent. Ouais, moi, ça me chiffonne un petit peu. Est-ce que je suis aussi biaisé parce que c'est LSU, Brian Kelly, tout ça, mais je trouve ça pas hyper juste, quoi. De toute façon, voilà, les masques vont tomber, j'ai envie de dire, ce week-end. Déplacement à Alabama, énorme duel en sec et malheur aux perdants, j'ai envie de dire. Mais on en revient à ce qu'on disait, tu vois, nous, Notre-Dame, notre calendrier, là, il nous reste Clemson, Wake Forest et Stanford. Même avec une victoire face à Clemson, qui est en 4 victoires et 4 défaites cette année, on n'aura pas l'occasion de monter. Donc, pour être éligible pour aller à un bowl du Nouvel An, on doit compter sur des défaites de devant. Alors que LSU, avec le déplacement à Alabama et la réception de Florida et Texas A&M notamment, tu avais l'occasion de remonter dans ce classement, quoi. Donc, pourquoi les mettre d'office devant Notre-Dame? Bon, j'ai ma petite idée, mais c'est pas très juste. On verra tout ça. C'est vrai que LSU a quand même, à part ce match-là contre Alabama, a quand même l'occasion d'accrocher quand même 3 victoires sur cette fin de saison. Donc, on va voir tout ça. Numéro 16, alors là, on va avoir pas mal de packs dans ce classement entre 16 et 20. 16e Oregon State 6-2, 17e Tennessee 6-2, 18e Utah 6-2, 19e UCLA 6-2 et 20e USC 7-2. Tennessee devant Utah, UCLA, USC, est-ce que ça te semble entendable, justifiable, bizarre? Moi, je dirais au moins bizarre. Oui, au moins bizarre, parce qu'il faut être mesuré, mais quelle est la plus belle victoire Tennessee bat là? Je rappelle qu'ils ont perdu face à Florida, qui n'est pas vraiment cool cette année. Tu vois, j'ai presque envie de troller et dire Virginia en week 1, mais c'était pas le Virginia de novembre, donc je ne sais pas. Leur plus belle victoire, Texas A&M Texas A&M 20-13 ou Kentucky 23-27. Est-ce que battre Texas A&M 20-13, c'est mieux que battre USC et UCLA quand tu es Utah, ou battre même Florida à domicile? Bref, je pose ces questions. Moi, ça me dérange un petit peu. Ou même toi pour UCLA. Certes, les Browns sont à deux défaites, mais il y a une victoire face à un classé, Washington State, qui n'est pas le cas qui était alors invaincu jusque-là, ce qui n'est pas le cas de Tennessee. Ouais, ça me chiffonne, moi. Effectivement, en plus, je sais pas, moi, il y a pas ils perdent contre Utah, ils perdent contre Oregon State. Il y a surtout que c'était à Utah et Oregon State. C'est des victoires qui sont, des défaites qui sont loin d'être honteuses, j'ai envie de dire. Voilà, il y a pareil. C'est pourtant, alors que aussi bizarre que ça puisse paraître, la PAC a l'air Pac-12 a l'air quand même d'être la conférence la plus dense du pays, et je trouve qu'ils sont pas hyper, on va dire. On n'a pas l'impression que ça se répercute sur les classements, en fait, au final. Tu vois, la dernière équipe invaincue du classement du comité, c'est une équipe de la Pac-12, tu vois, et on a ce pack, j'ai envie de dire, d'équipes à deux défaites tout ensemble, alors que je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, le bilan d'Oregon State, je vois pas en quoi il a envié à celui de LSU d'une certaine façon, quoi, tu vois. Non, encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça. Et puis surtout que tu vois, la Pac-12 aura le temps de se cannibaliser là d'ici la fin de l'année. Tu peux encore une fois prendre les devants en les plaçant un petit peu plus haut. Je pense pas que c'est si injuste que ça par rapport à des équipes comme Tennessee. Bon, Tennessee, il leur reste évidemment Missouri et Georgia à affronter. Encore une fois, en plus, ça va dans mon sens, tu vois. Tennessee a l'occasion de remonter, mais par rapport à ce que Tennessee a montré depuis le début de saison, c'est pas justifiable. Très bien. Maintenant, c'est au tour de la Big 12 d'avoir le droit à son petit trio. Kansas numéro 21, Oklahoma State numéro 22, Kansas State numéro 23. Alors, j'avais tweeté, je chantais qu'Oklahoma State allait être classé. J'ai dit 24 ou 25, 22e.
Voilà, ça montre quand même qu'on va dire que le comité déteste les équipes du groupe of five. Hein. Je n'ai pas d'autres termes, mais parce que Tulane est classé 24e et Air Force invaincu est classé 25e. Je te propose de parler un peu du classement des équipes du groupe of five. Tulane devant Air Force, c'est quand même une petite surprise parce que Tulane, alors on sait que Michael Pratt, le quarterback, a été longtemps blessé, mais je suis assez surpris de les voir devant Air Force, qui, ok, n'ont pas battu grand monde, mais Tulane, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, il y a un bilan 7-1, mais ce qu'ils ont montré sur le terrain, c'est moins dingo que ce qu'on aurait pu penser en début de saison, quoi. Et les dernières semaines vont dans ton sens. Hein. La victoire là d'Arien face à Rice ce week-end, celle face à North Texas la semaine dernière. Si, tu as une belle victoire à Memphis, mais c'est tout, quoi. Et de l'autre côté, tu as Air Force qui joue au final dans. Je peux dire que la Mountain West, c'est la meilleure conférence du Group of Five cette année, ou au moins la plus homogène. Je pense que c'est la plus homogène, mais Mais meilleure, je sais pas, oui. Mais c'est la plus homogène. Tu vois, tu bats Wyoming 34-27. Wyoming avec une défaite jusqu'à ce moment-là, c'était face à Texas. Euh, Tu bats San Diego State 49-10. San Jose State 45-20. Utah State 39-21. Tu bats Colorado State là ce week-end. Euh, je sais pas, et en plus, t'es invaincu, quoi. Je veux bien qu'il y ait des défaites, des belles défaites. La défaite de Tulane face à Ole Miss était une belle défaite. Tu Mhm. perds combien? 37-20, mais au final, Ouais, sur le dernier, tu as un pick six tout à la sur fin un ou un pick truc comme six, ça. sur Enfin un bref, suspense score, le ouais. score reflète pas le déroulé du match, quoi. Et Mais t'as quand sans même, Michael Pratt, en mais plus. t'as quand même perdu le match. Tu as On est quand même d'accord. perdu le match. Et je trouve que voilà, les autres victoires de Tulane ne sont pas de nature à justifier une présence devant Air Force, qui, pour le coup, les Falcons ont très bien gagné quasiment tous leurs matchs. En plus, le problème pour les Falcons, c'est que le calendrier de fin d'année est quand même pas dingo. Ils reçoivent Army ce week-end. Après, c'est un déplacement à Hawaï. Alors, les deux derniers matchs de la saison, c'est réception du UNLV et Ah, déplacement à Boise State. ça pour le Malheureusement, coup, c'est Boise mieux. State cette année, c'est quand même pas dingo non plus. Alors, ils ont battu Wyoming ce week-end, mais en dehors de ça, on est quand même loin Mm. des grandes années des Broncos. Donc, pareil, quoi. Tu te dis, est-ce qu'ils vont réussir à passer dans Tulane si les bilans restent tels quels, quoi? J'ai du mal à le voir. Et Tulane, eux, c'est Tulsa, Florida State et UTSA, hein, ce qui est pas beaucoup mieux d'ailleurs. On va voir du UTSA, dans quel UTSA ça sera. Est-ce que ce sera le UTSA début de saison qui était un peu emprunté ou le UTSA de ces dernières semaines qui est plus intéressant, mais voilà, pas forcément au niveau auquel on l'attendait. Mais c'est Mm. vrai que c'est la question. Alors, moi, je sais pas, Gus, ce que tu en penses, mais je trouve que le comité prend quand même vraiment en compte les bilans des années précédentes. On l'avait vu avec Cincinnati, par exemple, l'année où ils vont en playoff, c'est parce que ils sont classés hyper haut parce que l'année précédente, ils avaient été bons. Et là, j'ai l'impression que Tulane, finalement, bénéficie de leur saison dernière, alors que finalement, le comité ne fait pas un reset complet chaque année et prend vachement en compte le bilan des saisons précédentes. Bah, Euh, après, en- vu la fin de saison de Tulane l'an dernier, on pourrait se demander pourquoi la Green Wave est sortie du top 25 à un moment aussi. Tout à fait. Et pourquoi ils ne sont que 24e? Bon, là, on voit le débat dans un autre sens, parce que la question, c'est de voir la différence entre Tulane et Air Force, parce qu'on a constaté que Tulane était tout au fond, et donc du coup, on jugeait Tulane par rapport à Air Force, mais on pourrait très bien se dire que la saison dernière de Tulane leur permettre d'être classés bien plus haut, malgré cette défaite à domicile face à Ole Miss. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu le vois avec la SEC. La SEC a été une très bonne conférence l'an dernier. Et aujourd'hui, on est d'accord. Enfin, l'intérêt national n'est vraiment pas porté sur cette conférence. T'as vraiment pas d'équipe de SEC qui impressionne. Euh, Alabama, c'est à la corde. Georgia, bon, certes, a deux belles victoires face à Kentucky et Florida, mais le reste du temps, c'est pas du tout impressionnant. LSU perd deux matchs très importants, dont un match face à une équipe d'ACC. Tennessee, c'est pas du tout au niveau de l'an dernier. Au final, t'as qu'une seule belle surprise, c'est allez, Ole Miss et Missouri, mais alors voilà quoi, c'était l'année pour rééquilibrer un peu tout, pour se défaire de ces préjugés, de ces biais originaux. Et là, le comité ne l'a pas fait, et moi, ça me dérange.
La bonne nouvelle pour la Pac-12, c'est qu'au vu de la qualité de la conférence cette année, l'année prochaine, il risque d'être très bien classé lors du premier classement du comité au weight. Gus, pour le plaisir, je sais que tu adores ça, on va se faire un petit on va dire fantasy draft, c'est-à-dire qu'on va parler de à quoi ressembleraient les playoffs à 12 de la saison prochaine si cette année on aurait on avait les conférences les playoffs à 12. Le numéro 1 seed, ce serait Ohio State, numéro 2 Georgia, numéro 3 Florida State et numéro 4 Washington, puisqu'on vous rappelle que les 4 premiers seeds sont les 4 meilleurs vainqueurs de conférence. Donc on part du principe que comme Ohio State est premier, Michigan n'est pas champion de la conférence Big Ten. Et donc on aurait des premiers tours entre Alabama classé numéro 8 et Oklahoma classé numéro 9, Michigan classé numéro 5 et Tulane classé numéro 12 en tant que meilleur que 6e meilleur champion de conférence. Texas accueillerait Ole Miss, numéro 7 contre numéro 10, et Oregon accueillerait Penn State. Un avis sur ce format-là, sur ces confrontations. Sur les matchs plutôt. Ouais. Le Oregon Penn State. Parce que c'est un match que l'on peut voir avec, tu vois, les Rose Bowl. Tout à fait. Ouais, mais ça ne joue pas au Rose Bowl, donc moi je m'en fous. Non, effectivement, parce que pour rappel, hein, les matchs, les premiers tours auraient lieu sur le campus. Hein, donc les équipes mieux classées accueilleraient les équipes moins bien classées. Quoi. Ouais. C'est. Cache ton emballement. Le truc, c'est que c'est des beaux matchs. Enfin, c'est indiscutable. Le Michigan-Tulane, sur le papier, il est cool, mais bon, quoi, j'arrive pas à me sortir de mon avis de base sur ce format et ça biaise complètement mon avis sur les affiches. J'arrive pas à m'en détacher. Très bien. Petite question, voilà, pour terminer. Parmi ces équipes du top 25, on va dire du top. Allez, je vais mettre un peu du top 10, laquelle laquelle a le plus de risque de sortir complètement du classement à la fin de l'année? Laquelle a le risque de sortir du classement? J'allais dire pourquoi pas Alabama. Ok. Parce que si Alabama perd la semaine prochaine face à LSU, LSU leur passe devant. Ah mais non, parce que Missouri perdrait face à Georgia, donc Alabama en fait aurait toujours ce statut de 3e meilleure équipe de la conf, surtout que le Crimson Tide a battu Ole Miss. Ah punaise, c'est compliqué ça. Hein. Ouais. Et toi, ce serait qui? Alors moi, j'ai pensé au Oklahoma parce qu'il y a Bedlam qui arrive et on sait voilà ce qu'a prouvé surtout votre forme en ce moment. Mais à côté de ça, ils n'ont pas des matchs très compliqués. Par contre, je vais peut-être dire Texas parce qu'il y a Kansas State qui arrive et derrière, il y a quand même un déplacement à Iowa State et dernier match contre Texas Tech qui aura à cœur de faire chier Texas, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas. Et je prends Texas aussi parce que c'est Malik Murphy quarterback et puis Quinn Ewers. Et ça, c'est important. Et autre question subsidiaire, quelle équipe qui ne fait pas partie de ce top 25 pourrait rentrer, on va dire, top 15 à la fin de l'année, quoi. Alors celle-là, elle est un peu plus dure aussi. Hors du top 25 qui pourrait rentrer dans le top 15. Oula, c'est compliqué ça. Hors du top 25. Ou fin du top 25, si tu préfères, pour trouver une équipe. Parce que là, il faudrait que ça me vienne tout de suite en tête. Allez, Oklahoma State, parce que victoire face à Oklahoma la semaine prochaine. T'es 22e, victoire face à Oklahoma, je pense que tu fais un gros bond, surtout que devant, tu as des équipes qui vont s'affronter. Du top qui vont s'affronter, UCLA, USC, Utah, Tennessee, Missouri, Oregon State, tout ça. Donc voilà, Oklahoma State pour moi. Très bien. Puis moi, je vais dire Arizona parce que je trouve que c'est une équipe qui fonctionne bien en ce moment et pourquoi pas, tu sais, sur la fin de l'année avec des grosses victoires. Alors, genre de tête, j'arrive pas à me souvenir du bilan qu'ils ont. Je sais plus à combien de défaites ils sont, mais ils sont à 5-3. 5-3, ouais, regarde. Tu gagnes, tu finis à 8-4. Si tu as des belles victoires, hein, ça peut être suffisant. Hein. Ça peut être suffisant. Parce qu'ils affrontent, ils affrontent UCLA, Colorado, Utah et Arizona State. Ouais, les UCLA et Utah sont prenables. Hein.
Quand on voit ce qu'ils ont montré là ces derniers temps, pourquoi pas. Ouais. Ok, Gus, merci à toi d'avoir fait un bilan un peu général sur ce top 25. Voilà, on verra comment il évolue au fil des semaines. Alors, je vais essayer de voir quel match entre équipes du top 25 on a ce week-end. Donc, on est déjà Alabama, LSU, pardon. On a bien évidemment Bedlam entre Oklahoma State et Oklahoma. Et je crois que c'est les deux. Alors, on a Washington USC aussi, qui est une confrontation 100% top 25. Donc voilà, il risque d'avoir quand même quelques petits changements. Je regarde quelle équipe du top 25 pourrait être un peu en upset alert. UCLA du côté d'Arizona State. Et puis, pardon, j'ai oublié Missouri et Georgia, bien évidemment, numéro 12 contre numéro 2. Et je regarde comme ça vite fait. Attention, Oregon, quand même, qui accueille Cal, qui a bien embêté USC la semaine dernière. Louisville, qui accueille Virginia Tech, qui fonctionne bien aussi. Et puis vous déplacez du côté de Clemson, et on ne sait pas trop ce que ça donne, ce genre de match. Merci Gus, en tout cas. Merci Baptiste. On ne fera pas forcément un épisode chaque semaine. Voilà, c'était le premier classement, il est quand même important pour voir un peu les réflexions du comité. Alors, il n'y a pas trop de dingueries cette année, qu'on soit très clair, mais bon, c'est toujours sympa de faire un petit bilan. Merci à tous et à toutes de votre écoute, et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Salut à tous.